Bonjour à tous. Le jour de la naissance de leurs enfants, le bonheur n'était pas vraiment au rendez-vous pour Pauline et Angélique. Ce jour-là, elles ont même sombré dans une longue et douloureuse dépression. Bonjour à toutes les deux, Angélique Bonjour. et Pauline. Combien d'enfants avez-vous toutes les deux, Angélique? Alors j'ai une petite fille Amandine de 4 ans et un petit garçon Théo de 10 mois. Et vous gardez quel souvenir de chacune de leur naissance? C'est un beau souvenir malgré que c'était très douloureux. Il y a eu beaucoup de bonheur mais beaucoup de détresse aussi. Des naissances naturelles? 2 césariennes, une d'urgence et une programmée. Et vous, Pauline, combien d'enfants avez-vous? Alors j'ai 3 enfants, un petit garçon qui aura 6 ans en octobre et des jumelles qui auront 3 ans cet été. Et le souvenir que vous gardez de chacune de ces naissances? Le souvenir, une rencontre inattendue, presque trop, et beaucoup de surprises. Mais plutôt positif? Non, c'était dur. Sûr. Si vous deviez choisir un mot pour décrire ce que vous avez vécu, Bouleversement. et vous? Ouais, ça a changé ma vie. Alors, l'objectif de vos témoignages à toutes les deux, c'est de montrer que la dépression postpartum existe, mais qu'on peut aussi la dépasser. Avant d'en savoir plus sur vos parcours respectifs, on va regarder l'enquête de la rédaction sur ce sujet. En France, chez une femme sur 4, la dépression postpartum peut durer plus d'1 an. C'est l'une des principales causes pouvant entraver le lien mère-enfant. Joëlle Dian, psychologue clinicienne, nous éclaire sur ce mal-être souvent difficile à détecter. La dépression du postpartum, c'est une dépression dont la spécificité est qu'elle survient dans les quelques semaines qui suivent un accouchement et la naissance d'un enfant. Modification de l'humeur qui s'installe et qui vient à révéler une fragilité psychologique antérieure. Comme pour toute dépression, une personne qui souffre de cet état, elle ressent une douleur à l'intérieur, une douleur qui se traduit par des sentiments de lassitude, de tristesse, d'abattement, la fatigue ou l'extrême irritabilité. Donc ces symptômes-là, qui sont visibles peu à peu de l'extérieur, elle les ressent. En revanche, la question de la honte et de la culpabilité peut faire qu'elle le dissimule. La naissance d'un enfant est considérée socialement comme un heureux événement. C'est-à-dire que la détresse et la tristesse de la mère est incompréhensible. On évoque toujours la dépression postpartum chez les mamans, mais cet état peut-il aussi affecter les papas? Les pères peuvent être amenés à être parfois dans la compréhension, parfois dans l'incompréhension. Tout dépend de comment eux aussi vivent cette nouvelle paternité. Est-ce que l'une et l'autre voulaient réagir à cette enquête que nous venons de voir? L'idéalisation de la naissance avec un heureux événement. Je pense qu'on idéalise beaucoup ce moment et en fait, c'est pas toujours À la hauteur de ce que vous aviez... de ce qu'on attend. Ouais. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, 2 experts sont avec nous aujourd'hui. Amina Yamnian, notre gynécologue obstétricienne, que nous sommes ravis de retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, Amina. Et puis Gilles-Marie Vallée, pédopsychiatre. Bonjour à tous les deux. Alors, on l'a vu dans notre enquête, la dépression postpartum concerne 20% des femmes. C'est énorme, pourtant on n'en parle pas souvent. Est-ce que vous avez connu beaucoup de cas au cours de votre carrière ? Oui, j'en ai vu beaucoup et j'en continue à en voir parce qu'effectivement, c'est souvent un diagnostic un peu méconnu ou qui passe inaperçu. Ce que l'on peut préciser et qui permet de le comprendre, c'est qu'effectivement, cette dépression survient une fois que la maman est retournée au domicile, donc à l'abri du regard, et effectivement dans ce contexte où tout le monde focalise son attention sur le bébé en disant c'est magnifique, c'est formidable, alors que la mère qui sombre dans la dépression va avoir plutôt tendance justement à se refermer sur elle-même et donc ne va pas demander à consulter et son entourage ne va pas non plus s'alarmer puisqu'effectivement toute l'attention est focalisée sur le bébé. Amina, vous croisez beaucoup de femmes concernées? Ah ouais, bien Pourquoi on en sûr. parle si peu?
Parce que je pense que c'est tabou, effectivement, c'est insupportable pour tout un chacun de se dire que ce bébé, il a été voulu, il a été choisi, on a choisi le conjoint avec qui on va le faire, le moment où on va faire cet enfant, et où en plus de ça, on n'est pas du tout satisfait. Donc c'est très difficile de s'en ouvrir aux autres en disant j'ai eu ce que je voulais et en plus ça va pas du tout. Et puis par ailleurs, comme ça paraît effectivement complètement incompréhensible pour l'entourage, que ce soit parce qu'on est resté sur cette idée que le bébé, c'est forcément un heureux événement. Le bébé, il est beau, il est gentil, il sent bon, il a la peau douce, c'est génial, mes enfants, mes enfants. Bon, il n'y a personne qui se dit, oh là, l'enfant, il a beau avoir tout qui va bien, c'est très compliqué. Et du coup, ça se télescope pas, enfin, voilà. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde ou est-ce qu'il y a des prédispositions ? Ça peut toucher n'importe quelle femme, n'importe quel milieu social, n'importe quelle profession. Parce qu'effectivement, je pense que là aussi, il y a une part de culpabilité qui encourage et aggrave encore cette dépression, qui est de se dire, voilà, je ne suis pas la bonne mère, je ne suis pas celle qui convient, je ne suis pas à la hauteur, et alors que justement, ça n'a rien à voir. Alors, Angélique, vous êtes devenue maman pour la première fois il y a 4 ans. Amandine était donc, j'imagine, un bébé désiré ? Oui, bien sûr. Oui, désiré. On avait vécu avec mon conjoint en appartement pendant 2 ans. On avait acheté une maison, donc on a rénové notre maison pendant 2 ans et demi. Puis bon, c'était la continuité. Enfin voilà, on était bien consolidés, donc on avait envie d'un bébé. Alors, pour préparer cette émission, vous nous avez confié quelques photos de cette première grossesse. Nous en avons fait un montage. Regardez. Angélique tombe enceinte au mois de mars 2011. Une grossesse désirée qui se déroule sans problème. Mais au moment de la naissance, la jeune femme doit subir une césarienne en urgence. Amandine naît le 3 décembre, une découverte pour ses parents qui avaient choisi de ne pas connaître le sexe avant l'arrivée de l'enfant. Mais pour Angélique, cette première rencontre ne se passe pas bien. Encore sous le choc de l'accouchement, la jeune maman ne ressent rien quand son compagnon lui présente leur fille et la pose sur son ventre. Quand il rentre à la maison, elle se retrouve seule avec son bébé et sombre dans une profonde détresse. Difficile de revoir ces images. Un Tout de suite, l'émotion remonte. Qu'est-ce qui remonte là tout de suite ? On a l'impression d'avoir raté des choses. La culpabilité ? Ah oui, on l'a toujours. On l'a toujours. Après, je ne regarde pas du tout la vie que je mène maintenant, mais voilà, ça reste des souvenirs et je pense que ça restera à jamais gravé en moi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment de l'accouchement ? Je pense que je m'étais idéalisé la chose en me disant, superbe accouchement et tout ça. Enfin, à aucun moment on m'a parlé d'une césarienne, qu'on pouvait avoir une césarienne. Et donc, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je vais accoucher naturellement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez eu une césarienne ? Et en fait, ma fille s'est retrouvée en détresse cardiaque. Et puis, mon travail s'est arrêté. Donc, je suis partie en césarienne d'urgence au bloc. Ce que je ne m'attendais pas du tout, et c'était un choc terrible. Votre mari était là ? Oui. Alors lui, je lui en avais jamais parlé non plus. Et donc lui, en fait, il s'est effondré, il s'est demandé ce qui se passait. Il a cru qu'il arrivait quelque chose à la petite ou à moi. Il a cru qu'il nous arrivait quelque chose. Et que, donc, il est resté dans une salle tout seul et on n'est jamais venu le voir en lui expliquant ce qui était en train de se passer, quoi. On vous l'a posé contre vous ? Vous avez eu un pot à pot ? Et là, ils me l'ont amené contre moi. Et là, c'était un choc émotionnel immense. Je me suis mis comme à convulser, en fait. Ah non, j'avais pas de lien avec ma fille. Je la regardais, je me demandais ce que c'était. Enfin, pour moi, c'était un extraterrestre. Comment vous l'expliquez ? Je sais pas. Elle ne correspondait pas à l'image que vous vous en étiez fait ? Non, puis on se dit, voilà, ça y est, on est maman, on va avoir le lien tout de suite, on va la regarder dans les yeux, il va se passer quelque chose. Et non, il ne se passait rien du tout, quoi. J'avais l'impression que c'était une inconnue pour moi et que voilà, et que c'était pas ma fille, quoi. Au point d'avoir envie qu'on vous l'enlève ?
Ah ben, de toute manière, c'est mon conjoint qui a pris le relais parce que j'en étais pas capable. J'en étais pas capable, je pouvais pas la garder sur moi, je tremblais de partout, j'étais en état de choc. Est-ce que vous l'allaitiez? Non, ben, j'ai voulu, mais j'ai pas réussi non plus. Enfin, j'en avais plus envie. J'en avais plus envie. Ça peut être de l'ordre de l'envie? L'allaitement? Ah bah bien sûr. Non mais je pense que, votre récit il est clé parce que on voit bien comment vous êtes enceinte et puis vous pensez à rien quoi. Vous êtes dans le fantasme des récits, des cousines, des belles-sœurs, des mères, des grands-mères. Genre, t'es né comme une lettre à la poste, c'est passé comme un petit pain chez le boulanger. Enfin, toutes sortes de discours poncifs comme ça. Et puis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de la génération d'au-dessus qui acceptent de dire « Ah ben moi, quand j'ai accouché, cet illustre inconnu, je ne savais pas qu'en faire. » C'est inaudible comme discours. Les femmes qui ont vécu ça, elles la bouclent. Et celles qui étaient dans le truc radieux, elles occupent tout l'espace. Et donc, tout le monde vit dans l'idée complètement fantasmée et délirante, à mon avis, que, soi-disant, le bébé, c'est un coup de foudre au premier regard. Forcément que c'est un inconnu. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il était dans votre ventre, vous l'avez jamais vu, on sait pas ce qu'il est. Voilà. Et il y a plein de femmes qui se disent « Oh là là, mais j'ai pas eu le coup de foudre, mais alors c'est que je suis pas cap, je suis une mère inutile, c'est impossible. » Et effectivement, ça démarre. Donc je ne peux pas la garder. Comme je peux pas la garder, je peux pas l'allaiter. Comme je peux pas l'allaiter, je suis en dessous de tout. Et si je suis en dessous de tout, je peux vraiment pas m'en occuper. Et alors très très rapidement, ça dévisse. Parce qu'effectivement, au bout de 3 jours, ni vous avez pu la mettre au sein, ni vous avez pu vous en occuper, ni vous avez pu l'habiller, ni changer votre petit. C'est que des échecs en fait. Et c'est que des échecs à la queue leu-leu. Et ça ne fait qu'aggraver la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais en même temps, c'est ça ce que moi j'appelle aussi les fantasmes, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même aujourd'hui en France à peu près 15% des femmes qui ont une césarienne, donc c'est pas non plus un truc avec lequel il n'est pas inutile de discuter en consultation. Sauf que c'est pas systématique en cas de césarienne que l'on ressente ça, et on peut le ressentir ça aussi même sans avoir eu de césarienne. On est bien d'accord. C'est pas forcément lié à la césarienne. C'est pas forcément lié à la césarienne. Ce que je veux dire, c'est que la naissance, ce n'est pas parce qu'il a été la nature a donné aux femmes d'accoucher qu'il est naturel de devenir maman. Voilà ce que je veux dire de cette histoire. C'est pas parce que la nature a donné aux femmes d'accoucher que c'est un truc qui, d'abord, l'accouchement peut être mécaniquement, physiquement très difficile. Ensuite, cette histoire d'instinct, c'est inné, on s'est aimanté les deux. Bon, alors ça arrive une fois sur 100, mais c'est des tellement jolis récits. Vous l'avez pas vécu, qu'effectivement, ah ben non, moi non plus. Mais ça, tout le monde le sait maintenant. Mais je veux dire. Les 2 fois? Non, mais la deuxième fois, c'est déjà un peu plus fastoche. Moi, j'ai trouvé moins difficile que la première fois, mais ça reste quand même. Enfin, moi aussi, j'ai trouvé ça quand même très particulier, alors que c'est mon boulot. Des nouveau-nés, j'en ai sorti du ventre de leur mère, avant d'avoir moi-même le mien. Mais je veux dire, c'est quand même... C'est romantique, des nouveau-nés, j'en ai sorti des ventres de leur mère. Non, mais c'est vrai, j'en ai fait naître des milliers. Et bon, on voit bien des mamans qui peuvent... Enfin, on le voit bien. On sort ce petit, on le présente à la maman, et on voit bien que c'est pas possible. Donc soit, c'est vrai, on est des professionnels attentifs, et là, on sort de la salle d'accouchement et on dit à la sage-femme, à la puéricultrice, bon, il faut qu'on aide cette maman, c'est compliqué pour elle, et il faut l'encourager, et on s'en occupe. Et c'est un travail entre professionnels. Et soit on a des mamans qui sont beaucoup plus à l'aise, et on peut les laisser d'emblée très autonomes. Mais c'est vrai que c'est à nous d'être attentifs. Pauline, vous vous retrouvez dans ces propos? Alors moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas vivre ça. C'est-à-dire que mon fils, je l'avais tellement attendu que j'étais très heureuse de le voir. Je connaissais enfin le sexe de mon bébé. Mon mari n'avait pas voulu le connaître, donc j'avais fait plaisir. C'est Erwan, il est né il y a 5 ans et demi. C'est ça. Non, moi, ça a plus été que... Césarienne ou pas? Non, j'ai été déclenchée. Donc, j'ai pas vécu l'accouchement que j'avais prévu. Je voulais accoucher en maison de naissance sans péridurale. Vous avez eu une grossesse agréable? Ça a été. Tout s'est bien passé. Par contre, la délivrance artificielle a fait qu'on a dû m'endormir. Alors, juste, on va revenir sur ce concept de maison de naissance. C'est nouveau en France? Oui, c'est nouveau. C'est un espace qui est, on va dire, accolé à un espace hospitalier pur, où sont accueillies des mamans qui ont envie, qui ont l'intention, qui pensent qu'elles peuvent et qui vont d'ailleurs réussir à accoucher de manière complètement physiologique. Il n'y a pas d'accès à avoir une péridurale.
il n'y a pas de perfusion, on fait une surveillance du rythme du cœur du bébé de manière intermittente. Et donc, ça veut dire qu'on est vraiment en situation complètement physiologique et on bénéficie d'aucune aide et c'est plutôt ça l'idée pour les femmes, d'aucune entrave. L'idée, c'est si je vais en maison de naissance, on ne va pas m'entraver, je vais faire les choses comme, voilà, mon bébé fera ce qu'il veut, moi aussi, et on sera les plus heureux du monde. Voilà, c'est ça l'idée. Vous aviez un projet particulier, vous? Juste être à l'écoute de mon corps et à maîtriser la situation. Je préférais maîtriser la douleur plutôt que de me dire « et si j'avais une péridurale, peut-être que ça marchera ». Là, j'avais la situation en main, je savais comment faire. Peut-être que ça marchera quoi? La péridurale, parce qu'on peut se dire, imaginons que le dosage soit pas bon, que ceci, que cela, que ça soit trop tard. Moi, je préférais me dire, j'aurai mal, mais je vais gérer. Donc c'était ça l'idée pour moi. Donc le déclenchement, la délivrance artificielle pour laquelle on m'a endormi. Donc après, j'étais à plat, complet. Et ça a été réellement ça ma difficulté dans ma rencontre. Donc là, on vous a complètement endormi ou vous avez eu une péridurale? Alors, j'ai pas eu de péridurale pour tout le travail, pour l'expulsion non plus, mais pour la délivrance, c'est-à-dire le placenta, qui n'est pas parti de lui-même. Là, on m'a dit, vous voulez une rachianesthésie ou être endormie? Et j'ai dit, je suis épuisée, endormez-moi. Mais c'est surtout que, bon, il faut bien dire quand même ce qui est, c'est que là, on est dans un retour du côté des jeunes mamans à une volonté farouche d'un retour à la nature, au naturel. Nos grands-mères l'ont bien fait, pourquoi on ne le ferait pas? Voilà. Vous avez l'air d'adorer cette idée. Non, non, mais enfin, moi je trouve, non, mais le plus bel accouchement, c'est celui que la femme a anticipé et choisi. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui arrivent en maison de naissance, cuit les petits oiseaux, qui n'ont aucune idée qu'un travail, ça peut durer 15 heures, que 20% d'entre elles vont quand même terminer avec une césarienne, que toutes stades confondues, à la sortie d'une maison de naissance, la moitié des femmes ont une péridurale. Donc on se met d'accord, la moitié des femmes arrivent à faire ce qu'elles ont prévu de faire. Mais l'autre moitié n'y arrive pas, c'est tout. Pourquoi Mais parce que c'est trop dur, la douleur est trop intense, le travail est beaucoup trop long, le bébé ne supporte pas le travail, on a des ralentissements du rythme cardiaque. Et si on ne veut pas rendre le bébé malade, il faut en passer par la césarienne. Et que les césariennes, heureusement, ça ne se fait pas sans anesthésie. Bon, voilà, la naissance n'est pas qu'un truc facile, simple. Oui, nos grands-mères ont accouché sans péridurale, sauf qu'à l'époque, les grands-mères, elles mouraient vachement plus souvent que nous et leurs enfants n'en parlons même pas. Donc il faut... Et c'est ça qui m'énerve dans l'histoire. Moi, la maison de naissance, je trouve ça sublime parce que les femmes peuvent choisir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller choisir en méconnaissance de cause, dans des idées fantasmées de trucs qui peuvent quand même se casser la gueule. Et il faut que les femmes puissent être au courant pour que quand ça ne se passe pas comme prévu, que ce soit en maison de naissance ou à la maternité hospitalière pure, elles aient idée de se dire... OK, ce qui est en train de m'arriver, c'est pas ce que j'ai voulu, c'est pas ce que j'ai rêvé, mais je vais composer avec cette nouvelle réalité. C'est tout. Ça, c'est pas évident. Et moi, on m'a dit la veille pour le lendemain, on m'a dit on va vous déclencher, il n'y a plus assez de liquide amniotique. C'était à Tout quel le terme monde s'est effondré pour moi. Voilà. C'était à quel terme en fait qu'on a décidé de vous déclencher? J'étais à +2 par rapport au terme. Oui, donc vous étiez au terme quand même. Ah oui, je dépassais de quelques jours. D'accord, c'était pas 2 mois avant quoi. Faut que. Voilà. Moi, j'aurais bien attendu un peu plus. Ouais. Bon. Et ça, c'est pareil, ça s'anticipe. De dire à une femme, on dépasse le terme, on vous surveille tous les jours, voilà les critères qui vont faire qu'on peut devoir vous déclencher. Si on vous déclenche, la douleur va être très intense, très rapprochée. Ah, on m'a expliqué. On pourrait ne pas réussir à ce que votre projet là, en maison de naissance aboutisse, parce que le déclenchement, c'est pas tout à fait de l'accouchement physiologique. Bon, tout ça, c'est des choses qui se discutent en amont pour que les femmes puissent quand même l'entendre, le digérer et puis nous en dire quelque chose. Alors, vous gardez quel souvenir de votre tout premier contact avec le petit Erwan? Moi, j'étais heureuse. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai reconnu le menton de son papa. Vous vous êtes sentie liée d'amour tout de suite? Oui, ça oui, par contre. Oui, vraiment. Ouais. Mais alors quoi? Mais alors, l'épuisement, en fait, ne m'a pas permis d'avoir assez confiance en moi.
C'est-à-dire que quand vous avez une perf dans le bras après, parce que j'avais manqué beaucoup de fer, donc on me perfusait, etc., ça me gênait pour le prendre dans mes bras. Je n'ai pas pu me lever tout de suite. Il me disait non, attendez de vous reposer. Alors rien que ça, du coup, les autres le font à votre place, alors que ça y est, vous l'avez porté 9 mois, maintenant c'est votre tour. Et là, c'était toujours pas mon tour, tout compte fait. Et en plus, au moment où je voulais me reposer ou manger, il se mettait à pleurer. Donc finalement, je ne pouvais pas me remettre suffisamment vite sur pied. Et je supporte pas d'être diminuée et de pas maîtriser la situation. Pour moi, ça, c'est pire que tout. L'inconnu. L'inconnu est pire que tout. Ouais. Donc, du coup, vous avez sombré. Combien de temps après sa naissance, alors? Alors, au début, je sentais déjà que j'étais pas très bien. J'ai demandé tout de suite à avoir une psychologue à l'hôpital. Parce que je pars du principe qu'on peut être très très mal. Mais l'essentiel, c'est d'avoir envie de s'en sortir. Donc j'ai vu aussi un médecin à la sortie pour Erwan pour une autre raison. Et il m'a dit, si dans 3 semaines vous pleurez encore, que vous vous sentez encore triste, etc., revenez consulter. Il se trouve que j'ai retrouvé un travail pour lequel j'étais très anxieuse parce que ma dernière expérience professionnelle s'était très mal passée. Et j'ai tout de suite senti, dans les 2-3 premiers jours que j'ai retravaillé, que ça y est, il se passait quelque chose. J'avais la gorge nouée. Mais ça, c'était combien de temps après la naissance? Ça, c'est 3 mois après. Oui, mais déjà, là, on est encore dans la maison de naissance. Vous avez senti déjà à ce moment-là que vous commenciez à sombrer? Juste avant, non. Je pense que je me disais, il faut faire attention. J'étais dans la prévention. Vous l'avez senti en rentrant chez vous? Non, j'étais vraiment dans l'épuisement. J'ai été captée que par l'épuisement. J'étais triste de voir que j'étais aussi épuisée. D'accord. Donc ça s'est vraiment manifesté, ce mal-être, quand vous avez recommencé à travailler? Oui, ça a été un tel chamboulement. Tout venait encore se modifier et s'alourdir dans le quotidien. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, là. Vraiment. Et Angélique, vous vous reconnaissez, vous, dans cette description, dans ces symptômes? Moi, j'ai senti que j'allais déjà mal à la maternité, puisque on parle du baby blues. Baby blues, c'est une journée, voire 2. Là, moi, au bout de 3-4 jours, je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, tout était échec sur échec. Et au bout de 4 jours, je dis à mon conjoint, je veux rentrer. Je lui dis, je peux plus être là à la maternité, je veux rentrer à la maison. Donc je suis rentrée, sauf qu'en passant la porte de ma maison, c'est exactement la même chose, quoi. Au départ, je me suis dit, ça va aller mieux parce que je vais me retrouver chez moi, dans mon contexte, ça va aller mieux. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai passé la porte et puis, en fait, on se rend compte qu'après, il y a toutes les petites choses du quotidien qui arrivent et on se sent débordé avec tout, quoi, parce que la moindre machine à laver à faire tourner, pour nous, ça devient insurmontable. Mais est-ce que vous redoutiez d'être seule avec votre fille? Oui. Et puis je m'en occupais comme d'un robot, quoi, en fait. Je lui donnais un biberon, oui, voilà, c'est un biberon. Je lui changeais une couche, oui. On fait les gestes mécaniques, et voilà. Il n'y a pas de plaisir du tout à faire tout ça, quoi. Quand on est dans cette spirale-là, il n'y a aucun plaisir à rien. Moi, j'avais l'impression qu'elle faisait que des sourires, soit mon conjoint, soit ma mère, mais que moi, non, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Parce que justement, quelle solution vous avez trouvée? Auprès de qui avez-vous demandé de l'aide? Alors, au départ, moi, quand j'ai vu que ça allait pas, on est allé voir le médecin traitant. Et le médecin traitant m'a prescrit donc antidépresseurs et anxiolytiques. Là, vous êtes quand même partie chez vos parents? Oui. Pour qu'il y ait une présence avec moi et que ma mère prenne le relais si jamais ça se passait. J'étais pas mieux pour autant, mais j'étais quand même rassurée dans le fait où il y avait une autre personne qui pouvait prendre le relais si jamais. Pauline, vous aussi, vous avez dû chercher le soutien de vos parents? Oui, alors. Quand j'ai compris que vraiment là, ça n'allait plus du tout, de moi-même, j'ai été aux urgences dans un premier temps. On m'a donné également des anxiolytiques pour calmer l'effet physique. Voilà, c'est ça, l'anxiété. Et puis de toute façon, on ne vous diagnostique pas en dépression du postpartum du jour au lendemain. Alors justement, à quel moment on a posé ce diagnostic? 3 semaines après les premiers effets physiques.
Donc Voilà. 3 semaines après que vous ayez repris votre travail. C'est ça. Et vous? Moi, quand j'ai été voir le médecin traitant, lui, il a tout de suite pensé à ça parce que ça durait trop en longueur. Et puis moi, c'est pareil, j'avais des grosses crises d'angoisse, des fourmillements dans les membres, je me sentais pas bien, je pleurais tout le temps, je dormais plus les nuits, je ne mangeais plus. Alors au tout est point quand même négatif. que vous avez fini par être hospitalisée, carrément. Oui. À quel moment? Donc pour ma fille, j'ai été hospitalisée 2 mois après, Combien de temps? 10 jours. Et ça, probablement que c'est pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être Gilles-Marie va dire ça mieux que moi encore, mais quand les mamans sont complètement dépassées et qu'elles sont potentiellement dangereuses pour elles ou pour leur bébé, séparer la maman du bébé reste une excellente idée. Mais on voit bien que dans la prise en charge qui a été la vôtre, ça a été juste de dire il faut qu'elle s'arrête de déprimer, il ne faut plus qu'elle soit angoissée. Et puis, alors, un coup les médicaments, un coup l'hospi, à aucun moment on propose à cette maman une aide du type si tu es capable d'être une maman à la hauteur, on va t'aider. 1 heure par jour, tu vas t'occuper de ton bébé. Dans 4 jours, tu vas t'en occuper 3 heures par jour. Et dans 10 jours, tu vas pouvoir t'en occuper toute la journée. Et puis, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est pas tellement que la grand-mère ou la tante ou une ou je sais pas quoi prennent le relais et fassent à la place d'eux et qu'on vous sépare du bébé, parce que ça n'arrange rien au problème. La question, c'est d'aider à devenir cette maman capable de reconnaître son petit, de se rendre compte que quand on le nourrit, il puisse s'apaiser, que quand il va pas bien, il va crier, qu'on répond comme il faut, de manière adaptée. Et que ça, si on est sans son bébé, ça risque pas de se produire. Mais... Parce qu'il y a un moment où vous ne la voyiez plus, votre fille. Ah bah non, Quand vous étiez... toute l'hospitalisation. Ouais. J'avais la chance que ma maman habite pas loin, donc du coup, elle m'amenait la petite, des fois pour un biberon ou autre à l'hôpital. Mais non, je la voyais plus du tout. Donc c'est très dur, quoi. Je veux dire, c'est sûr, c'est dur de s'en occuper, mais dans un autre sens, me couper de mes enfants, enfin, c'est quand même des enfants qu'on a voulu. Enfin voilà, c'est le lien, il ne peut pas se faire si on ne les a pas avec nous. Et c'est fondamental ce que vous précisiez, parce qu'effectivement, la dépression du postpartum se nourrit de cette culpabilité que la mère va ressentir dans ce sentiment d'incapacité à s'occuper de l'enfant. Et donc, certes, les traitements médicamenteux sont utiles, et à la fois, je pense que c'est aussi vraiment important qu'il y ait cette prise en charge, alors psychothérapique, mais du lien mère-enfant, que la mère puisse réinvestir sa fonction maternelle et se sente effectivement tout à fait à la hauteur, qu'on lui dise bien, c'est pas vous qui êtes une mauvaise mère, c'est que cette maladie vous empêche de devenir mère. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, la femme ne naît pas mère au moment où l'enfant vient au monde, elle le devient. C'est une rencontre et c'est un apprentissage. On apprend effectivement à s'occuper d'un enfant comme on apprend effectivement à lire ou à écrire. Alors, votre conjoint, Johan, est là dans le public avec nous. Bonjour. Alors déjà, c'est pas simple de vivre ce moment ensemble, de retrouver ces marques dans un couple après un accouchement quand il y a ce bébé. Mais alors là, dans ces cas-là, on le vit comment? On voit sa femme s'enfoncer, aller mal, il doit y avoir une sorte d'incompréhension. Comment vous l'avez vécu, vous? On est un petit moment, enfin, c'est long de se rendre compte, déjà comprendre oui qu'elle est malade en fait. Ça, on a du mal. On ne comprend pas, on dit c'est pas possible, on rentre tous les soirs, ça va pas, qu'est-ce qu'elle a, Il y a un moment, on doit lui en vouloir aussi, on doit dire mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Elle devrait se réjouir de cette situation et rien ne va. Ça s'est traduit par une agressivité de votre part ou non, pas une agressivité, mais c'est long à comprendre en fait. Enfin moi, mon point de vue, c'était ça, c'était très long à comprendre. C'est des jours qui paraissent des mois, des années, je dirais. Ça veut dire que votre couple a été mis à rude épreuve? Oui, je pense que oui, pendant une période. Une fois qu'elle a accepté de se faire soigner... Une fois que vous avez compris qu'elle était vraiment malade? Là, ça va mieux déjà parce qu'il y a un diagnostic qui est posé, on arrive à trouver d'autres repères? Oui.
et à accepter la situation telle qu'elle est. Bah oui, puis de faire en sorte que ça aille mieux. Ouais. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il faut prendre comme ça vient. Et puis, tous les jours, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre tous les jours. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas comment ça va se passer. Puis on prend comme ça vient. Et puis, jamais vous n'auriez pu imaginer que ça puisse exister, j'imagine. Non. Tant qu'on n'est pas confronté à ça. On n'était pas prêt à ça du tout. Enfin, personne, moi, je ne vais jamais expliquer. Je ne savais pas que ça pouvait exister avant ça. Il vous a fallu combien de temps, Angélique, pour reprendre pied? Pour ma fille, j'ai mis 3 voire 4 mois. Reprendre pied. J'imagine que quand on a vécu ces moments si difficiles, on hésite avant de faire un second enfant. On se pose la question? Oui, on se la pose. Après... l'envie est plus forte? L'envie était là. De toute manière, on voulait 2 enfants. Et puis moi, je ne pouvais pas rester sur ça. Je ne pouvais pas rester sur cet échec-là. Je ne pouvais pas rester là-dessus. Je me disais, il faut que je vive autre chose que ça, quoi. Quelque chose de plus gai, de plus... Donc Théo est arrivé. Combien de temps après Amandine? Donc en 2015, donc 3 ans après Amandine. Ça s'est bien passé? Césarienne, rebelote. Pour quelle raison? Ce coup-ci programmée, parce qu'en fait, par rapport à la première césarienne, j'ai eu une radio, donc un pelvis scanner pour le bassin. Et donc on s'est rendu compte que le bassin était trop petit. Et puis bon, de toute manière, Théo avait le cordon autour du cou, donc dans tous les cas, j'aurais eu césarienne. Donc, sauf que là, on vous a prévenu à l'avance. Sauf que là, j'ai été prévenue, mais dans mes propos, je parlais encore pas de naissance. J'ai jamais parlé de naissance, en fait. Mais vous l'avez vécu J'allais me faire opérer. Vous l'avez vécu de la même manière? Le choc a été là aussi. Après, je me disais, bon, allez, rebelote, on recommence, c'est reparti. Allez, tu sais ce que c'est, ça va aller mieux, t'as déjà vécu ça. Et arrivé là, on y va la veille. La nuit, on cogite. Le conjoint, il n'est pas là non plus. Le lendemain matin, ça se passe comme... Je me suis fait opérer d'un kyste au poignet entre... Et donc, je me dis, ça se passe exactement pareil, quoi. Et je me dis, ouais. Et dans mes propos, je disais, demain, je vais me faire opérer. Ouais, c'est fort quand on entend ça. Et c'est vrai que j'ai jamais parlé d'accouchement. J'ai jamais donné... Enfin, pour moi, je parlais pas de donner naissance. Moi aussi, je comprends ce qu'elle ressent, parce que pour mes filles, j'ai eu une césarienne. J'ai vraiment eu le sentiment, mon fils, de l'avoir mis au monde. Même si ça n'avait pas été comme j'avais prévu, je l'ai mis au monde. Mes filles, on est venu les chercher, en fait. Voilà. Donc vos filles, c'était 2 ans et demi après, c'était des jumelles? Oui. C'était la cata pour moi. D'avoir des jumelles? Ah oui. J'avais pas du tout encore prévu ça. J'ai eu envie d'un autre enfant parce que mon fils grandissait, que je me disais, moi les couches et bibons, c'est moins mon truc que quand il est devenu éveillé, donc faut pas attendre trop longtemps, sinon je m'y remettrai pas. Et quand on m'a annoncé des jumelles, j'ai dit, c'est foutu, je vais refaire une autre dépression puisque c'est encore l'inconnu. Alors que j'avais l'espoir d'une belle rencontre, où j'aurais été à l'aise, où ça aurait été différent de la première. Et du coup, quand on m'a dit ça, je savais, et puis je m'étais tellement documentée que je savais qu'il y avait de fortes probabilités pour que ça recommence. Donc je pense que je l'ai tellement anticipé que j'ai créé la rechute. Maintenant, ça a été mis sous globe. Pendant la néonate, on voit sur les photos... parce qu'elles sont nées prématurément. Voilà, elles sont nées à 6 mois et demi. Donc pendant la néonate, vous êtes un petit peu dans un monde parallèle, donc vous n'avez pas le temps de vous dire est-ce que c'est une rechute, est-ce que ça l'est pas. On vit le truc intensément et on n'a pas le choix. Oui, et puis là, c'est pas vous qui vous en occupez vraiment, quoi. On voudrait. Il y a des fois, on nous fait bien sentir qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Ça dépend du personnel soignant. Juste, alors, ces cas de... Est-ce que... C'est difficile de ne pas repenser à une rechute systématique de dépression quand on a vécu ça. Forcément, on doit quelque part se conditionner en se disant c'est sûr qu'on va replonger. Comment on gère ça, Amina? C'est souvent systématique? La récidive, elle est loin d'être rare, pour commencer. Ouais. Et puis, je pense que c'est quelque chose dont il faut se préoccuper.
Au plus tard, au moment de la conception de l'enfant suivant, hein, parce que c'est quelque chose. Comment on peut éviter la récidive? Est-ce qu'on peut l'éviter? Alors, on peut l'éviter. Je pense que, C'est vrai que statistiquement, il y a un vrai risque de rechute. Et à la fois, si le premier épisode dépressif a bien été pris en charge, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire avec une prise en charge multifocale, différents intervenants, thérapie enfant, enfin thérapie mère-enfant, et puis un traitement, on limite bien sûr les risques de rechute. Pour autant, on ne peut pas l'éviter, et encore moins lorsqu'effectivement on se, bien inconsciemment, bien involontairement bien sûr, on se conditionne. Il se passe un peu ce qu'on appelle le processus de prédiction autoréalisante, c'est-à-dire que plus on va être dans la crainte que ça arrive, plus on potentialise le fait que ça arrive effectivement. Mais je pense que pour autoréalisante. Oui. Ah oui, on se crée tout seul. On se crée tout seul, ouais, voilà. Et je pense que effectivement, cette équipe pluridisciplinaire qui peut entrer en action au moment où la maman est déprimée avec son bébé, il faut évidemment la remettre à l'œuvre dès le début de grossesse, avec le soutien psychothérapeutique, un éventuel traitement psychiatrique, enfin, avec des antidépresseurs s'il y a besoin, des puéricultrices, une sage-femme, et puis, à mon sens, enfin, moi je trouve que ça porte beaucoup ses fruits, travailler autour du corps. La maman, ce bébé, mon ventre, de l'autonomie, de la préparation à l'accouchement, de ce qu'on veut, mais mon corps, pour que on puisse pas, pour éviter qu'une maman arrive avec des antécédents comme elle a eu, à faire le lien entre une chirurgie du kyste du poignet et ce qu'elle appelle une opération. Enfin, c'est dingue de quelqu'un qui a des tels antécédents qu'on en était encore là la veille de l'accouchement, quoi. Et c'est dommage, parce que les 9 mois de grossesse, bon, ben, ça sert à ça. On a tous toute une série de raisons pour lesquelles ça se passe plus ou moins bien, cette maturation à devenir mère pendant la grossesse, mais précisément, là, on savait qu'on était dans un risque potentiel de difficulté, et ça aurait été magnifique qu'on puisse repréparer en disant, bon, voilà, maintenant, cette fois-ci, on va plus s'agiter à droite, à gauche, et on se concentre. Mais on ne peut pas toujours obtenir la concentration autour d'un travail psychothérapeutique, parce que ça demande beaucoup d'efforts, donc ça peut être autour du corps. Et c'est à ce moment-là que les choses se délient. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les sages-femmes, les puéricultrices sont formées à la question psychique, parce que à ce moment-là, on travaille, nous, avec les psychiatres, en ce qu'on appelle dans un travail indirect. C'est les sages-femmes qui portent ça, et puis le psy, il travaille en indirect, en arrière-rideau, parce qu'il y a des patientes qui ne peuvent pas aller se confronter au psy, c'est inaccessible on pour voit la elles. différence sur les équipes aussi qui nous suivent. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des équipes plus jeunes, on va dire, et des équipes plus âgées, et on voit tout de suite la différence, quoi. Une équipe plus jeune, elle va venir vers nous, on va voir qu'il y a quand même le côté un peu plus psychique qui les intéresse. Tout de suite, elle nous demande comment ça va. Alors que bon, l'équipe un peu plus âgée, on dira c'est comment va le bébé, comment vous allez bien, bon bah c'est bien, allez hop. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'on a évolué dans la prise en charge. Bien sûr, oui, on a fait des progrès. On a énormément évolué dans la prise en Par contre, c'est charge. rigolo parce que moi, c'était l'inverse. Ouais. Toutes les jeunes, si j'avais pu leur dire, écoute, si t'as pas eu d'enfant, viens pas m'aider. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait être ma mère. J'étais très rassurée par ça. Ma sage-femme qui m'a suivie et qui est venue pour accueillir mon fils, parce qu'elle est quand même venue. J'ai eu beaucoup de chance. Ça me rassurait énormément qu'elle puisse être ma mère. Parce qu'elle savait ce que j'avais vécu. Après, j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui étaient très portés sur le côté psychologique. Donc voilà. Et moi, les jeunes, au contraire, ça me rassurait pas du tout. Et alors, quand on a un deuxième enfant et que finalement on replonge un peu, hein, puisque c'est ce qui vous est arrivé, on se sent à nouveau replongé. Est-ce qu'on arrive à s'occuper de l'aîné? Comment on s'en occupe? Très difficile. Moi aussi. Alors moi non. Moi non. Ça a été très difficile avec ma fille parce que au tout début, donc quand mon fils est arrivé, à la maternité le lendemain, elle vient me voir et puis bon bah voilà, hein, maintenant elle a 3 ans, il faut lui expliquer les choses et maman, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors bon, les premiers jours, ça va, parce que c'est la fatigue. Mais au bout de quelques mois, lui dire qu'on pleure toujours et que maman est malade... Oui, mais t'es malade, tu tousses pas, t'as pas mal au ventre, t'as pas... Enfin, voilà. Vous avez replongé aussi moi, dès la fort? maths. Et pire. Pire? Pire pour Théo. Plus longtemps? Plus longtemps, plus intense, beaucoup plus intense.
Avec une nouvelle prise en charge, Oui. là, vous avez tout de suite compris ce qui se passait quand même, j'imagine. En fait, 15 jours de congé paternité, ça s'est super bien passé. On était tous les deux ensemble. Et quand il a repris le boulot, bam, c'était reparti pour un tour. Je voulais pas qu'il parte les matins. Je, de nouveau, repris dans une spirale de ne plus manger, de ne plus dormir. Donc de nouveau hospitalisé? De nouveau hospitalisé donc en médecine générale. Plus longtemps? Et donc 1 mois. Au lieu de... J'avais fait 10 jours la première fois. Et alors, donc, j'imagine qu'on s'en veut, on se culpabilise encore plus la deuxième oui, fois? complètement. Et puis, voilà, il y a la grande qui nous dit « Mais maman, quand est-ce que tu vas rentrer? Tu rentres quand à la maison ?» Puis j'ai une grande qui est très demandeuse. Je fais plein de choses avec elle. Je suis une grande bricoleuse. Je fais plein de choses avec elle. Et là, je n'arrivais à rien faire. Je prenais plus de plaisir à faire des choses avec elle. J'arrivais chez ma mère pour faire ne serait-ce qu'un petit atelier de peinture pour essayer. J'essayais quand même de me forcer, de faire des choses avec elle. Je prenais aucun plaisir. Enfin, c'était vraiment les gestes robots, quoi. Et je me suis dit, mais mince, bon sang. Et donc, c'est ma mère donc, qui a pris de nouveau le relais avec mes enfants. Et un jour, je suis arrivée chez ma maman et mon fils faisait que des gazouillis à ma mère et moi, rien. Et là, effondrement total, quoi. Quand je me suis rendu compte que, je me suis dit, mince, je suis plus sa mère. Je suis plus sa mère. Ma mère a pris sa place. Enfin, a pris ma place, du moins. Et mon fils ne voit que par ma mère, quoi. Et du coup, là, on s'effondre. Et donc, là, après, je n'arrivais plus du tout à remonter la pente parce que je culpabilisais complètement en me disant... Voilà, j'ai plus ma place. Je pense qu'il faut aussi rassurer les mamans qui ont déjà traversé une première dépression, qui sont en train d'en traverser une, parce que t'as pas eu la chance que ça puisse être mieux. Mais il y a énormément de mamans qui arrivent à mieux surmonter la suivante parce qu'elles se sont bien armées la première fois. Moi, ça a été mon cas. Ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Ça n'avait rien à voir. Tout de suite, j'ai senti que ça allait pas. Tout de suite, j'ai revu le psychiatre, j'ai repris un traitement, j'ai fait ce qu'il fallait. Mon fils, par contre, j'y avais parlé pendant ma grossesse. Parce que comme je pleurais déjà en n'acceptant pas la gémellité, je me suis dit, il faut que je lui explique, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi je pleure. Donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé entre nous. Et déjà, bébé, je parlais beaucoup avec lui. Et il a très bien compris. Et aujourd'hui, il sait ce que je fais, il sait pourquoi je témoigne, et je lui ai dit qu'il pourrait voir un jour l'émission. Juste comment on doit en parler à un enfant, avec quels mots? Oui. Déjà, c'est fondamental d'en parler, ne serait-ce que pour que l'enfant sente bien qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui va arriver souvent, c'est que l'enfant va grandir avec l'idée qu'il n'arrive pas à satisfaire sa mère, qu'il n'arrive pas à la rendre heureuse, alors que, évidemment, il n'en est pas responsable. Alors, quel mot utiliser? Je crois qu'on peut tout à fait parler de maladie, parce que c'est une réalité, mais en expliquant, effectivement. Parce qu'en plus, les enfants comprennent très bien le terme de maladie, parce que souvent, eux-mêmes ont eu, effectivement, des angines ou des grippes. Et donc, on leur dit, c'est une maladie. C'est-à-dire une maladie, c'est quand le corps, il ne fonctionne pas bien et qu'il nous fait souffrir. Sauf que là, et j'aime bien cette expression parce que là aussi les enfants la comprennent, c'est une maladie des émotions qui fait que je suis tout le temps triste ou que des fois je suis un peu énervé, que j'arrive pas à bien m'occuper de toi et c'est ni ma faute ni la tienne, c'est juste cette maladie. L'important aussi du terme maladie, c'est qu'on peut en guérir. Après, une image qui fonctionne bien, c'est de dire c'est un peu comme si, parce qu'effectivement, ce n'est pas la réalité, c'est comme si j'avais une épingle ou une écharpe dans le cœur, et tant qu'elle ne va pas sortir, eh bien, des fois, je vais être un peu énervé, des fois, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas être à l'écoute, je ne serai pas toujours effectivement à la hauteur, mais encore une fois, on peut en guérir. Vous avez parlé avec votre fille? Oui, depuis, oui. Puis il y a eu un gros boulot de fait... Donc on y viendra après, mais avec l'unité mère-bébé... On y vient maintenant d'ailleurs. Donc, vous avez été hospitalisée 1 mois donc, dans un hôpital de médecine générale. 1 mois de repos pour essayer de reprendre pied. Oui. Et puis ça n'a pas suffi? Non. Les jours passaient, les jours se ressemblaient. J'étais dans une chambre enfermée entre 4 murs. En ayant le droit de voir vos enfants? Au départ, oui. Mais après, les crises devenaient trop intenses, donc ils ne voulaient plus que mes enfants viennent. Des crises de quoi? Des crises d'angoisse, en fait. Je faisais des crises de tétanie. Je tombais par terre
Et je me mettais à trembler de partout. Ça se manifestait quand? À l'idée de savoir que vos enfants allaient venir vous voir? Il arrive un moment où on a tellement de choses dans la tête qu'on n'arrive même plus à expliquer ce qui nous provoque ça. Des fois, la nuit, je fermais les yeux, je revivais ma césarienne. J'avais comme des spasmes. Alors, on va parler de cette unité. Donc, vous dites que ça a empiré au point. Ouais. Donc, on vous a proposé de. En fait, entre ma fille et mon petit garçon, j'ai eu la chance de connaître deux sages-femmes libérales super. Donc, j'en parlerai même comme si c'était ma deuxième maman parce qu'elle a été présente vraiment super avec moi. Et donc, en fait, à l'hôpital, il y a eu une nuit où j'ai pas dormi du tout. Et là, on regarde la potence qu'on a au-dessus de notre lit et on se dit, peut-être que la dernière solution, c'est celle-là, pour aller mieux et pour... Donc le lendemain, j'ai appelé au secours, quoi. Et puis là, elle me dit, non, tu peux plus rester toute seule comme ça, c'est pas possible. Donc, on a fait appel à l'unité mère-bébé. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une place parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'unités comme ça et il n'y a pas beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, là-bas, c'est totalement différent. Déjà, vous n'êtes pas cloué dans une chambre la journée complète. C'est à l'hôpital? C'est du personnel soignant, c'est comme un hôpital, mais il n'y a rien de médicalisé. Vous avez une chambre avec rien du tout, parce que c'est pareil, à l'hôpital, on me disait, mais comment voulez-vous que dans une chambre d'hôpital, vous ayez des idées suicidaires? Oui, mais en attendant, il y a des câbles là derrière moi, j'étais sous perfusion, enfin, je veux dire, des idées, on peut en trouver. Hein. Et là-bas, par contre, il n'y a rien. Donc, on arrive déjà au niveau de l'unité. On vous enlève donc tout ce qui est sèche-cheveux, flacon de parfum. Enfin, on voit que là, déjà, le côté psychologique, là, il est déjà bien pris en charge. Téléphone portable, on y a droit, mais qu'à certains moments. Voilà. Et donc, moi, après, c'est pas médicalisé, mais on vous enlève tout ce qui est susceptible de pouvoir vous faire une bêtise. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc après, moi j'ai trouvé ça très rassurant dans le fait où je me suis dit, vous vous sentiez vraiment dangereuse? Pour moi, ouais. J'aurais pas fait de mal à mes enfants, mais il y a un moment donné, on est tellement mal en soi qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je veux dire. Donc c'était rassurant de vous protéger de vos idées noires. Voilà, c'était ça. Bon, ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Là, de toute manière, il fallait privilégier le repos. Donc, la nuit, elle gardait l'enfant. Et nous, on dort. Et après, la journée, il y a des pièces à vivre. Donc, des pièces où on peut jouer avec les enfants. Il y a une pouponnière où on donne le bain, tout ça. Et en fait, les infirmières nous relaient si vraiment ça va pas. Donc à un moment donné, on s'occupe de son enfant et à un moment donné, elles disent, c'est nous qui faisons appel à elles, jamais elles nous prennent l'enfant, qu'on soit d'accord, mais par exemple, si moi, à un moment donné, je me sentais pas bien, je leur dis, écoutez, là, je suis trop fatiguée, j'y arrive pas, hop, elles prenaient le relais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée en me disant, voilà, si vraiment ça va pas, j'ai quelqu'un qui peut... Et pour la petite anecdote, elles n'ont jamais eu mon fils entre les mains parce qu'elles se battaient pour des fois avoir ne serait-ce qu'un petit biberon à lui donner parce qu'elles n'ont jamais réussi à l'avoir entre les mains parce que une fois que je suis rentrée là, je me suis dit, tu te sens rassurée, tu as une force avec toi, c'est ton fils, maintenant tu l'as, donc tu vas t'en sortir et je suis vraiment partie dans cette optique-là. Et on voit bien comment le fait de rapprocher le bébé de sa mère, bien sûr. Ça lui redonne, ça re-remplit les mamans. Ça redonne une force. Et tout ça dans un environnement, effectivement, rassurant. Voilà, vous étiez en présence de... C'est étrange que la première fois on les séparait. Parce que moi, ils m'ont proposé aussi d'être hospitalisée, mais jamais on m'aurait séparée de mon fils. Parce que c'est le meilleur moyen de nous séparer encore plus. Là, c'est sûr. Mais il y a encore des équipes qui travaillent comme ça, malheureusement. Donc vous êtes resté combien de temps dans cette unité mère-enfant? Presque 2 mois. Et aujourd'hui? Ça va très bien. Je me dirais, je
Je suis stabilisée depuis... Vous êtes où aujourd'hui? Chez vous? Oui, chez moi, oui, bien sûr. Depuis combien de temps? Depuis août 2015. Comment vous vous sentez? Bien. Je dirais même que... Fragile encore ou... Fragile, c'est sûr. Et les souvenirs, on les aura toujours. Et il y a des moments qui restent très douloureux. Et même pour la famille, même pour... ça reste gravé en nous. Ça fait partie de notre histoire. Mais ça ramène une certaine force aussi. Parce que je pense que quand on passe dans un passage comme ça, on mûrit. On mûrit et on un construit. Troisième enfant? Troisième enfant, non. Pourquoi? Non, j'en ai 2. C'était notre projet de départ. On en voulait 2. En plus de ça, j'ai un couple, super. Donc non, troisième, non. J'ai pas envie de revivre ça. Et puis 2, on est très heureux comme ça. On s'est retrouvés, on s'est refait un petit cocon familial à 4, super. Donc j'ai pas du tout envie de casser ça. Et Pauline, vous en êtes où aujourd'hui? Comment vous avez repris le dessus, vous? Alors moi, la clé, ça a été de créer chagribouille.com. J'ai monté mon affaire et ça m'a permis d'avoir un autre projet que celui de guérir. Donc du coup, je ne me suis pas concentrée sur la guérison, mais sur ce que j'allais créer d'autre. Après mes filles, ça a été quand même, fallait trouver un équilibre. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir dire je suis bien avec la fratrie entière. J'ai toujours été bien avec chacun d'eux, ou mes 2 filles ensemble, mon fils tout seul. Et ça fait peut-être 3 mois à peu près que je peux dire ça y est, je suis épanouie et je suis heureuse d'avoir eu ces 3 enfants. Alors que ce n'était pas mon projet de départ pour le coup. Est-ce que vous avez lâché prise un peu d'une manière générale ou est-ce que vous voulez toujours tout maîtriser dans la vie? Pour les enfants, j'ai beaucoup lâché prise. Oui, ouais. Et pour le reste, vous avez toujours peur de l'inconnu? Beaucoup moins. Non, maintenant, moi, sincèrement, je me sens guérie. Ouais. Le traitement, il est toujours là, très léger, parce que faut faire très très attention. On n'arrête pas un traitement comme ça. Et que moi, j'ai choisi d'attendre pour le coup que mes filles grandissent. Je voulais que ça y est, elles rentrent à l'école, qu'on ait trouvé un rythme pour ne pas avoir de nouveau la déception de rechuter. Et je sais que je rechuterai pas. Des conseils peut-être de nos experts pour terminer cette émission. Conseils pour Pauline et Angélique. Et puis pour toutes les mères qui pourraient déprimer, je crois que le premier, c'est effectivement accepter de prendre soin de soi. Ce qui veut dire accepter déjà d'être malade et puis accepter de lâcher prise, de se faire aider. Puisqu'effectivement, si on veut faire du bien à nos enfants, il faut commencer à s'en faire à soi. Un deuxième conseil qui me semble fondamental, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire le dire à l'enfant. Pouvoir effectivement le libérer de cette culpabilité de ne pas être l'enfant qui qui apporte tout le bonheur à sa maman, en faisant bien comprendre effectivement que c'est une maladie dont on guérit et dont il n'est pas responsable. Et puis peut-être effectivement vraiment accepter l'idée de la maladie et de pouvoir donc se déléguer, se faire aider. Ce qui effectivement a été votre cas. Le fait d'être là aujourd'hui aussi, je pense, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de ma guérison. Parce que, par le biais des réseaux sociaux ou d'autres choses, je partage avec d'autres mamans et il y a des choses aussi qui... Mais vous qui êtes passée par là, qu'est-ce que vous diriez aux mamans qui nous regardent et qui ne se sentent pas bien, peut-être dès leur grossesse, vous leur diriez quoi? Peut-être de ne pas attendre que ça se confirme? Après, c'est difficile, parce qu'on a toutes les mamans ont un contexte familial, social différent. C'est difficile d'aller conseiller quelque chose parce que déjà là, on le voit sur deux mêmes pathologies, on n'a pas du tout les mêmes histoires. Donc après, on peut pas dire, mais après il faut s'armer, quoi. C'est ça en fait, s'armer des personnes autour et surtout pas rester seul. C'est ça. Je crois que la constante, en tout cas, dans ces histoires, peu importe quel est le fil de l'affaire, mais l'histoire, c'est de ne pas rester dans l'isolement quand on sent qu'on commence à patauger, et que ce soit avant la naissance ou après la naissance, il faut demander de l'aide. Et les gens à qui on demande de l'aide, il faut bien se dire que c'est pas le fait de séparer la mère du bébé qui va l'arranger. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, au contraire. Donc soit la famille, l'entourage peut
prendre en charge cette nouvelle maman dépassée sans la culpabiliser. C'est pas le tout de dire à sa fille, ah mais ma pauvre fille, si j'avais été comme toi avec mes 3 enfants et mon mari routier, on ne serait pas rendu. Bon, alors ça, on n'arrivera jamais à rien si des choses comme ça devaient émerger. C'est au contraire avoir une maman qui peut dire, bon bah écoute, alors moi j'ai jamais connu ça, j'étais toute seule avec mes 3 enfants, avec même mon mari routier, mais alors j'ai jamais eu ça, mais je vais t'aider et prends confiance, regarde que ça marche. Et quand ça marche pas, effectivement, de voir des professionnels, parce qu'à un moment donné, on peut être traité. Et si les professionnels considèrent qu'il faut un traitement, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit des médicaments, il faut accepter d'aller au bout. On ne va pas dans un service d'urgence en orthopédie avec une jambe cassée en disant ça va bien aller, me mettez pas de plâtre. Il n'y a jamais personne qui dit ça. Mais là, la dépression, pour moi, c'est exactement pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos téléspectateurs pourront vous retrouver toutes les deux cet après-midi sur le chat de Toute une Histoire s'ils ont des questions à vous poser ou des conseils à vous demander. Merci. Bonne chance en tout cas. Merci. Ce qui est sûr, c'est que vous allez en sortir plus mûre et plus forte. Hein, ça, c'est sûr. Ce week-end, Toute une Histoire sera aussi dans votre version féminin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous juste après la pub pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 3 ans, nous avions rencontré Annie. Sa fille avait disparu et était devenue SDF. Alors, où elle est aujourd'hui, je sais pas. On peut s'imaginer n'importe quoi. Dans l'histoire continue, Renaud nous donnera de bonnes nouvelles d'Annie. Et nous découvrirons aussi une belle initiative portée par un jeune homme de 19 ans à peine. J'ai contacté des amis à moi. On a mis 10 € chacun, on a récolté 70 €. On a pu faire 80 repas. On a fait notre première maraude. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques minutes avec ce garçon au grand cœur qui a bluffé toute la rédaction ainsi que les autres jeunes engagés à ses côtés. À chaque fois qu'on remet un sandwich à un plus démuni, ça fait toujours chaud au cœur. Et quand on rentre le soir, on dort bien. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines dévie brusquement de sa route. S'il s'agit d'un détournement, quel est l'objectif? Qui sont les auteurs? Bientôt, au sommaire de Toute une Histoire. Une hôtesse m'attendait, chinoise, et j'arrive dans une petite salle où il y avait le consul de l'ambassade de France qui me dit qu'il était arrivé quelque chose à ta famille, leur avion s'est crashé en mer. Depuis 2 ans, Guylain tente de survivre sans sa femme et ses enfants. Pour l'instant, je sais pourquoi je me lève le matin, effectivement, de montrer que la vie continue à mon fils. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Hein. Et ça, c'est très dur. Hein. C'est très difficile. Il y a trop de questions sans réponse, en fait, dans cette affaire. Trop d'inconnus qui empêchent ce cheminement de deuil. Il consacre aujourd'hui sa vie à résoudre l'énigme du vol MH370. Et on n'a preuve de rien. Le fait qu'on me dise qu'il est mystérieusement disparu, ça je peux pas l'admettre. Quand vous ne donnez pas l'intégralité de vos données, vous voulez cacher quelque chose. Je suis persuadé que le combat de Guylain va de toute façon servir à quelque chose. Il faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Moi, je peux pas les laisser, j'ai besoin d'une réponse.